1969 à peu près, on va dire ça comme ça. Donc vous voyez, j'ai un âge canonique. Et donc je suis actuellement, et depuis 1990, secrétaire d'une association qui s'appelle le SO Archive OVNI, donc, dont le développé est sauvegarde, conservation et études, donc sauvegarde, conservation des études et archives ufologiques. En fait, c'est une association qui a été créée suite au fait que l'on ait malheureusement constaté la disparition de nombreuses archives de pionniers de l'ufologie. Donc il fallait essayer au maximum de sauvegarder le plus de choses possible. Donc à l'heure actuelle, on a sauvegardé énormément, on a sauvegardé plus de 90 fonds d'archives, et on a des gens qui ont signé avec nous des contrats de sauvegarde, donc on a à peu près, je dirais, 120 ou 130 fonds sauvegardés ou potentiellement sauvegardés. Il y a des gros fonds, hein, il y avait Michel Monnery, il y a Georges Mess, pour ceux qui le connaissent, il y a SOS OVNI, pour ceux qui l'ont connu, et d'autres, des petits fonds, hein. Il y a des gens qui avaient, je sais pas, 50 cm d'archives, 50 cm linéaires d'archives, mais il y en a qui ont 25 mètres linéaires d'archives, c'est pas pareil, quoi. On ne traite pas ça de la même façon, même si à terme, tout ça, c'est inventorié, c'est trié, c'est inventorié, c'est publié, et ensuite c'est mis à dispo aux archives nationales ou dans les archives départementales quand les associations ou les personnes ont été actives dans une région ou un département. Voilà. Et pas que ça, maintenant on scanne et on met à dispo. Oui, sur un serveur. Sur un serveur. Parce que le SO est un serveur. Alors le serveur, son adresse, c'est pas vraiment public, mais Il faut faire la demande, si vous. Il y a des listes qui vont être publiées sur le site du SO, et donc à partir de ces listes, on pourrait faire la demande de duplication des documents numérisés. Sinon, on travaille avec l'AFU en Suède, qui fait un travail équivalent au nôtre, et qui a également un serveur, et avec lequel on a fait beaucoup de numérisation d'anciennes revues françaises et francophones. Donc, vous allez sur leur site, il y a des onglets de tous les pays possibles et imaginables, enfin, sur lesquels ils ont des numérisations déjà faites. Et donc il y a un onglet France, et vous avez toutes les revues françaises qui ont été numérisées par le SO ou par d'autres personnes, il n'y a pas que nous. Voilà, donc il y a actuellement à peu près une trentaine de revues numérisées. Nous, on a fait un décompte de tout ce qui a été publié en France, et encore, on en trouve encore aujourd'hui, et on a à peu près 300 revues qui ont été publiées entre 1949 et aujourd'hui. Et vous voyez, donc il y en a 30 en ligne actuellement. 30 collections en ligne. Le fait de scanner et puis de mettre à dispo sur le fait de scanner et de mettre à dispo sur le web, c'est vraiment bien parce que à l'heure actuelle, c'est ça mettre à dispo. Hein. On est tous devenus extrêmement. On veut que les choses soient faites très vite, rapidement, et voilà, on veut se connecter sur le web et taper une URL au maximum et arriver sur l'information. Et bon, c'est comme ça et c'est bien. Et donc le SO s'adapte à ça et avance. On travaille même avec, il y a même des études qui sont faites en ce moment pour accélérer le développement de l'archivage grâce à, vous savez, à l'intelligence artificielle, chaque GPT, ce genre de choses. Donc je fais partie du SO aussi, mais c'est une partie de mon activité ufologique. Sinon, d'abord je m'appelle Patrice Galacteros, pour ceux qui ne me connaîtraient pas. L'ufologie pour moi ça commence en gros en 2017. Avant j'étais ufophile. De 2014 à 2017 j'ai été aux réunions d'OVNI Paris qui était organisée par Guy Lothaire. En 2017 Guy Lothaire a passé la main, il ne pouvait plus assurer, il m'a demandé de reprendre la présidence d'OVNI Paris. Et je continue en essayant de conserver sa formule. Voilà, donc en fait j'évite les extrêmes, c'est-à-dire vraiment les sceptiques beaucoup trop hard, et j'hésite aussi, je ne veux pas m'intéresser aux sectes, aux trucs un peu trop tirés par les cheveux, et voilà, sinon toutes les options de l'ufologie, on les présente. En ce moment je m'intéresse pas mal aux enquêtes de terrain,
bien que ce soit un peu difficile. Il n'y a pas tant d'enquête de terrain. C'est justement l'idée, c'est de montrer que ça existe, que ça peut se faire et qu'on peut progresser comme ça. Parce que, ensuite je passe le micro à mon voisin, mais je crois vraiment que l'enquête de terrain, c'est vraiment la base. Tout ce qui peut se faire ensuite en spéculation, tous les travaux qui peuvent être faits, les écritures d'articles, les livres, à la base, derrière, ça ne vaut que s'il y a eu des enquêtes de terrain bien menées. Voilà. Moi, je te le micro à mon voisin. Merci Patrice. Oui, effectivement, je te rejoins carrément là-dessus. L'enquête de terrain, c'est fondamental. C'est une des deux activités d'Orvier-Languedoc avec l'information. Et j'ai eu le plaisir de faire devant vous une conférence ce matin donc pour présenter non seulement une observation, mais aussi la manière dont on peut diligenter une enquête. Ça prend beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'investissement personnel. Bon, mais comme je vous disais, quand on aime ça, on ne compte pas. Donc on rejoint là-dessus complètement l'idée du sourd, dans ce sens où non seulement l'enquête de terrain est essentielle, c'est le travail de base, mais aussi après, ils vont dégager des caractéristiques essentielles pour progresser, faire progresser l'étude de l'ufologie et aussi faire évoluer notre information envers le public et envers vous comme on le fait aujourd'hui. Voilà. Voilà. Cette petite présentation faite, je crois que le principe, c'est qu'on attend vos questions. On peut débattre entre nous, mais ça, c'est beaucoup mieux que les questions maintenant viennent du public, bien sûr. Est-ce que vous-même, vous avez été observateur d'un phénomène non expliqué? Personnellement, oui. C'est vraiment comme ça que j'appellerais un phénomène non expliqué. Pas un ovni, pas un engin, mais un phénomène atmosphérique. En juillet 2016, en plein jour, depuis mon bureau, j'ai vu un phénomène inexplicable. Non expliqué, oui, on peut l'expliquer, enfin peu importe, j'ai vu un phénomène vraiment étrange. C'était pas du tout spectaculaire, et si j'avais pas ne m'intéressais pas justement aux choses du ciel, à l'astronomie, choses comme ça, je crois pas que j'aurais remarqué. C'était un petit nuage qui bougeait pas. Le ciel il y avait des nuages qui passaient, donc le vent soufflait depuis l'ouest environ, vers l'est, et des nuages qui passaient. Donc moi j'habite dans un immeuble, je suis au 9e étage, j'étais dans mon bureau, et donc j'étais en train de travailler sur l'ordinateur, et puis de temps en temps, je levais les yeux, je regardais la fenêtre était ouverte, je regardais ce qui se passait dehors, et je vois ce petit nuage qui ne bouge pas. Tiens, c'est marrant. Et puis ensuite un nuage passe devant, et quand le nuage est passé, il est toujours là. Alors c'était une petite lentille, toute petite, hein, c'était vraiment pas spectaculaire, c'était étrange mais pas spectaculaire. C'était gros comme je dirais le bout de mon petit doigt tendu, vous voyez. C'était très lumineux au centre, un jaune ouais, peut-être canari, très lumineux, et autour c'était brumeux, et c'était une forme ovale, comme une sorte de lentille, et c'était un peu échevelé sur les côtés. On avait l'impression qu'il y avait comme des barbillons, enfin, c'était tout petit, donc je peux pas... voilà. C'est le truc est resté, a été caché par des nuages. Au moment où je voulais le filmer, il a été caché. Quand il est revenu, j'ai foncé pour aller prendre mon appareil photo, que je ne savais pas où il était. Alors j'ai revenu pour l'observer, et il est parti à toute vitesse vers la droite, en direction de l'ouest à peu près. Voilà, donc il est parti vraiment extrêmement vite. Et j'ai appris quelques jours plus tard qu'il a été filmé, il s'est retrouvé sur le net. Et les gens disaient, qu'est-ce que c'est que ça? À Cergy, un Pontoise, encore une affaire, c'est n'importe quoi. C'est un fake. Bah, non, désolé, il n'y a que ma parole, hein, bien sûr. Ça, le problème, c'est que moi, je n'avais pas pris de photo, donc je n'ai pas la date précise ni l'heure précise. Et pourtant, ça a été filmé. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que, en fait, ce qui a été filmé, c'est beaucoup plus que ce que j'ai vu. Moi, j'ai vu qu'un objet, cette lentille avec un centre lumineux, qui est resté sans bouger et qui est parti. Et ensuite, sur le film, qu'est-ce qu'on voit? Tout autour d'énormes étoiles scintillantes que j'ai jamais vues. Alors bon, c'est la folie de l'ufologie. C'est extraordinaire. Bon, voilà.
Bon, alors moi, j'ai pas d'observation à mon actif. Enfin, si, j'en ai eu, mais avec des enquêtes derrière, elles ont toutes été expliquées. Voilà. Que ce soit des météores, que ce soit des avions de chasse qui mettent la post-combustion, qu'on voit s'éloigner dans le lointain, qu'on n'arrive pas à identifier parce que c'est dans un ciel brumeux. Bah, après une enquête, on s'aperçoit que ce sont deux jets de l'armée de l'air, c'est tout. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est quelque chose d'étrange. Voilà. Mais il faut faire des enquêtes, comme on disait tout à l'heure. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus parce que je n'ai jamais fait d'observation personnelle de ce genre. Donc. Alors on passe de l'Est à l'Ouest directement. Non, en ce qui me concerne, je n'ai rien vu de particulier non plus, sauf quand j'étais adolescent. J'ai aperçu pendant à peu près 1 heure et demie un petit objet, pas transparent, mais un petit peu translucide, qui a très peu bougé, qui était très haut dans le ciel. Je suis empressé de faire un petit croquis, un petit dessin avec quelques couleurs qui se rapprochaient au plus de ce que je voyais. Mais à la réflexion après, et en fonction de la documentation que j'ai trouvée là-dessus, j'ai pu réaliser a priori qu'il devait s'agir d'un ballon sonde. Voilà. Sinon, rien d'autre. J'ai vu un phénomène qui, sur le coup, que j'expliquais, complètement expliqué, qui m'avait vraiment stupéfait. Pas dans la même fenêtre mais la nuit, j'ai vu alors c'était en été, il faisait très chaud, j'étais sur mon balcon, essayé de prendre un peu le frais, et j'ai vu arriver 6 lumières en hexagone, sans bruit, qui ont passé à ras de mon immeuble, enfin à ras dans le ciel, hein, je veux dire à l'azimut de mon immeuble. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était vraiment des lumières un hexagone parfait, des lumières plutôt rougeâtres. D'un seul coup, je me suis dit, oh, c'est peut-être. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à la patrouille de France. Mais il y a les patrouilles de France, c'est 7 avions. Alors j'ai téléphoné, enfin, je vais vous la faire courte. J'ai téléphoné un peu, de fil en aiguille, j'ai appris qu'effectivement, il n'y en avait bien que 6, parce que le 7e, il était resté en rade à l'aéroport où il avait fait sa démonstration au Bourget. Il faut que je parle à côté, oui, du micro. Mais sur le coup, vraiment, c'était spectaculaire. Et je comprends que des gens rapportent ce genre de choses. Parce que là, j'ai pu l'expliquer assez facilement, parce que je pense que j'avais tellement lu déjà sur les erreurs, sur les choses que mon subconscient m'a fait découvrir tout de suite ce que c'était. Bonjour. Vous pensez de la théorie des anciens astronautes de Eric Van Däniken, s'il vous plaît? Qui va en parler? Personnellement, je vais être très bref. Je dis que je suis absolument dubitatif sur le sujet. Voilà, parce que il y a plein de choses qui sont présentées par Däniken qui en fait sont déjà bien connues ou expliquées par d'autres personnes, entre autres des archéologues. Voilà. Mais bon, moi je suis très dubitatif sur cette théorie. Personnellement, je pense que dans Däniken, il y a beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses qu'il a utilisées pour meubler sa théorie qui sont expliquées. Néanmoins, moi, je pense que cette théorie des anciens astronautes, sans rentrer dans les détails, j'y souscris. Je pense que c'est là qu'il y a une partie de la vérité sur le phénomène ufologique. Je n'en dis pas plus tout de suite, mais voilà, je donne juste mon opinion. Oui, bon, de mon côté, je pense qu'être extrêmement prudent là-dessus, même s'il y a des choses qui sont particulièrement étonnantes. Je pense, me vient à l'esprit les bas-reliefs du Mexique à Teotihuacan, je pense, où l'on voit nettement des guerriers dans des machines un petit peu bizarres, équipés avec une espèce de micro, alors qu'en fait, il pourrait s'agir simplement de la jugulaire du casque. Bon, après, il y a plein d'autres exemples de par le monde, un peu sur tous les continents, mais c'est une théorie, une hypothèse, disons, qui mérite d'être étudiée, sans enflammement particulier, je pense. Oui, bonjour à tous. Personnellement, alors,
moi je me situe, je suis un scientifique, donc je suis toujours au départ un peu sceptique sur les théories de ce genre. Cela dit, la théorie des anciens astronautes, elle a deux aspects, un aspect crédible et un aspect qui l'est beaucoup moins. Ça vous paraît simple comme ça, mais ce qui m'ennuie le plus avec les théoriciens des anciens astronautes, c'est que le plus souvent, et comme on le voit dans la série Ancient Aliens, qui est traduit en français sous le titre comment c'est déjà en français, Alien Theory, ouais. Ils affirment des choses sans en apporter, je ne dis pas la preuve, mais le moindre début de commencement d'éléments probants. Voilà. Moi, quand j'entends Erich von Däniken, ok, c'est romancé, c'est très joli, ça met l'eau à la bouche, mais c'est tout. C'est tout. Cela dit, il y a certainement dans cette théorie des éléments extrêmement crédibles. Alors, évidemment, une fois, quelqu'un disait, j'ai oublié qui, mais comment se fait-il qu'on n'ait pas plus de preuves de la présence dans les temps anciens, éventuellement en remontant jusqu'au paléolithique inférieur, hein, pour ne pas dire plus loin, c'est que, en fait, la réponse possible, c'est qu'il n'y a qu'une toute petite partie de notre planète que nous connaissons. Pour donner un exemple, il y a certainement des choses enfouies au fond des océans, et nous connaissons mieux l'environnement galactique que le fond de nos propres océans, et donc il y a certainement des éléments de preuve, ou même des preuves concrètes, hein, pourquoi pas, qui pourraient exister au plus profond des océans, là où peu de gens ont la possibilité d'aller les chercher. Mais cela dit, c'est juste une idée. C'est juste une idée. On ne peut rien dire de plus. Mais ce qui m'ennuie le plus, moi, c'est d'entendre M. von Däniken, M. Childers, les gens comme ça, qui vous affirment « Ah, ceci est extraterrestre ». Oui, ben, je suis désolé, on n'a pas assez d'éléments pour le dire. C'est plausible, parce qu'une théorie, il y a toujours un fond de plausibilité, mais une théorie, ça se vérifie. Et tant qu'on ne peut pas la vérifier, on peut tout juste dire « elle est plausible ». Et c'est tout. Voilà mon opinion sur cette question-là en particulier. En effet, elle a le mérite d'exister. Si elle n'existait pas, on se sentirait... ou si tout d'un coup on venait nous la supprimer, on se sentirait un peu bancal. Vous avez tout à fait raison. Non, moi, tu parlais du paléolithique. Justement, il y a Aimé Michel qui avait fait une étude, alors qu'en fait, il n'était pas du tout paléontologue, il n'avait aucune connaissance approfondie en paléontologie. Donc, il a pris toutes les, toutes les images trouvées dans les grottes, donc tout ce qui est illustration entre guillemets pariétale, mais pas les animaux, juste les symboles. Donc il a pris des symboles et il a trouvé des soucoupes volantes, il a trouvé des cosmonautes. Sauf que il nous a un peu grugé parce que par exemple certains des dessins qu'il nous a montrés comme étant des soucoupes volantes, il les a fait basculer par exemple à 45 degrés. Donc voilà, un truc qui était vertical, il nous l'a mis horizontal. Et puis il n'avait jamais lu Le Roi Gourand, qui est quand même un paléontologue de renom, qui avait lui trouvé les significations de tous ces symboles. Et qu'Aimé Michel ait remis ça en question sans avoir jamais lu Le Roi Gourand, c'est pas sérieux, quoi. Même si ce qu'on peut penser d'Aimé Michel, qui a fait des choses extraordinaires, là, c'était son talon d'Achille. Voilà. En réalité, toute une question d'interprétation. Certaines figures qu'on voit dessinées sur des grottes parfois très anciennes, on en voit en Australie, on en voit en Amérique du Sud, on en voit même en Europe. Tout
dépend de l'esprit dans lequel l'archéologue ou le paléontologue les interprète. Et non seulement les professionnels de la question, mais quand c'est d'autres qui viennent les interpréter, et ils les interprètent à la lumière de ce qu'on croit aujourd'hui. Alors évidemment, on peut les interpréter de la façon qu'on veut. Une spirale, on voit des dessins de spirales. Ah, tout de suite, on dit, ah, mais c'est une vision, c'est une... comment disons non, c'est pas ça que je cherchais. C'est une allégorie de la galaxie, parce que notre galaxie est une spirale, enfin, une pseudo-spirale. Donc on dit tout de suite, ah, vous voyez, les gens à l'époque, ils savaient déjà comment la galaxie était constituée, avec des bras en spirale, etc. Moi, personnellement, je dis non, on ne peut pas l'interpréter de cette manière a priori. On voit des figures de personnages qui semblent avoir des antennes, alors que dans la réalité, c'était peut-être des coiffures rituelles que ces gens, que nos ancêtres utilisaient lors de cérémonies. Donc il faut être extrêmement prudent dans l'interprétation de la part des théoriciens, des anciens astronautes, des dessins des grottes en particulier, mais il n'y a pas que ça. Après, ça sera les bas-reliefs babyloniens, ensuite, ça sera, voilà. Je pense que tout le monde a à peu près une idée de ce dont je parle. Hein. Donc, il faut être extrêmement prudent. La question est une question d'interprétation et pas d'analyse, et encore moins de synthèse, évidemment. Alors, moi dans mon passé ufologique, j'ai créé une association qui n'existe plus aujourd'hui, même si je m'intéresse toujours au sujet des cas pré-arnoldiens, comme on les appelle, avant 1947. Donc j'avais créé une association en 1981 qui s'appelait l'EPI, Association pour l'investigation historique des phénomènes insolites. Et l'intérêt que j'avais, c'était de retrouver les textes originaux qui étaient publiés dans les bouquins ufologiques. Alors il y avait des bouquins ufologiques qui ne parlaient que de ça. Il y a le bouquin de Michel Bouguiard, celui des ovnis du passé de Christian Piens, tous deux des Belges. J'ai l'impression que... Donc, je suis allé dans les bibliothèques, bibliothèque Sainte-Geneviève, bibliothèque du Muséum d'Histoire Naturelle, bibliothèque nationale, et j'ai essayé de retrouver les textes originaux dont on avait souvent que des bribes dans les livres, ou même carrément des synthèses. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup à boire et à manger. Et alors, vous ne savez pas comment on se place. Il y avait beaucoup à boire et peu à manger, ou le contraire. Mais il y avait plein de choses qui étaient mal comprises. Parce que dès qu'on dépasse le XVIIIe siècle, qu'on remonte dans le temps, la langue n'est plus du tout la même. Je vais donner un exemple. Il y a un cas, interprété, c'est l'interprétation des ufologues. C'est ça le problème, c'est que c'est des gens qui ne connaissent pas, par exemple, l'ancien français, et qui interprètent l'ancien français. Et ben là, il y avait un cas où il était nommé dans le texte, qui datait du 18e, début du 18e ou fin du 17e, je ne sais plus exactement, où on parlait de vaisseau. Alors bien sûr, l'ufologue a interprété vaisseau aérien, vaisseau extraterrestre, enfin bon. Sauf qu'en fait, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que là, on savait été écrit, et pour ceux qui ont fait un peu d'histoire, avant la Révolution française, tout le monde avait ses unités de mesure. Avant qu'il y ait le mètre, le litre, etc., tout le monde avait ses unités de mesure. Et dans la région où le document avait été édité, le vaisseau, c'était une mesure de contenance. Voilà. Ça n'avait rien à voir avec un vaisseau. Ça ressemblait, ça avait la taille disons la contenance, la même contenance qu'un vaisseau, je sais pas, ça peut représenter 300 litres. Ouais. C'est un peu l'histoire des tonneaux en marine, c'est un peu ça aussi. Hein. On dit un bateau de 300 tonneaux, on ne sait pas ce que ça veut dire exactement. Là, c'était un peu ça. C'était le vaisseau n'avait rien à voir avec un vaisseau aérien, mais juste avec une... Vous trouvez plein comme ça, entre autres des ufologues qui publient en anglais, qui sont traduits en français, mais eux-mêmes, pour pouvoir comprendre le français,
parce qu'ils récupèrent des textes en français. Donc eux-mêmes, déjà, pour comprendre ce qu'il y avait dans les textes en français, ils les font traduire, ou ils les traduisent eux-mêmes s'ils parlent français. Donc vous imaginez qu'on est déjà au 3e niveau de traduction. Je peux vous dire que les erreurs, il y en a plein. Hein. Même Jacques Vallée, pourtant, qui est français, il a fait publier des choses complètement fausses, entre autres dans les dates. Hein. Il y a un cas de 1908, il l'a publié en mettant la date de 1904. Alors moi, j'ai cherché dans les références, 1904, j'ai jamais rien trouvé, je me suis dit c'est bizarre, mais comme j'ai eu la bonne idée de remonter toute la collection jusqu'en 1947, enfin un peu avant, parce qu'elle avait cessé de paraître avant, brusquement, en 1908, je suis tombé dessus. Donc il s'était complètement planté, donc bien sûr, impossible de faire une recherche si je m'étais contenté de la référence qu'il avait donnée. Voilà. Donc il faut être très très prudent avec les cas anciens, entre autres. Même pas les très anciens, les anciens simplement. Hein. Et le cas emblématique de l'interprétation que l'on peut faire, c'est le cas le plus emblématique, c'est l'interprétation de certains passages du texte biblique. Voilà. Alors le texte biblique, ça a donné lieu, comme vous le savez tous, hein, à des interprétations de type fantastique, au sens du matin de magicien, du réalisme fantastique. La vision d'Ézéchiel, par exemple. Alors je vis alors je vis des anges qui avaient 4 faces et ils marchaient à côté des roues. On peut l'interpréter. C'est sûr que là, tout de suite, on est tenté de se dire, effectivement, ça casse la logique de ce qu'on sait des textes anciens. Parce que ça évoque immanquablement l'idée de machine technologique. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont vu, et je crois que, j'espère que la plupart d'entre vous l'ont vu, il y a une des interprétations, l'interprétation de type moderne. On la voit très bien dans le film d'Alex Proyas qui s'appelle Prédiction, avec Nicolas Cage, Rose Byrne, etc. Ceux qui l'ont vu, en dehors de cette question-là, c'est un film magnifique, très évocateur, plein de sensibilité, etc. Mais la fin montre que, effectivement, les roues d'Ézéchiel entremêlées, c'est un vaisseau spatial étranger, et on doit même dire radicalement étranger, avec des personnages humanoïdes qui viennent recueillir les élus. Alors, moi, je ne sais pas si Alex Proyas, le réalisateur, avait une conception religieuse de la question, mais voilà, c'est une question d'interprétation. Le texte biblique, on peut s'amuser à avoir des interprétations de ce genre, mais vraiment en très grand nombre. Oui, ben en fait, il faut quand même voir qu'il y a pas mal de textes anciens qui peuvent laisser penser. C'est une interprétation qu'on a été visité par des êtres célestes. Bon, il y a le Mahabharata, dans lequel il y a de nombreuses descriptions de vaisseaux, de guerres. Alors en fait, c'est pas forcément des extraterrestres. Hein. C'est peut-être des gens qui appartiennent à notre monde terrestre, mais ils font la guerre avec des vaisseaux spatiaux, ils se tirent dessus. Alors, bon, on peut dire que ce sont des métaphores, mais néanmoins, il faut bien reconnaître que ça fait penser à la technologie moderne. La Bible, comme tu viens de le dire, il n'y a pas que la Bible, il y a aussi la Kabbale. Dans la Kabbale, on parle absolument de façon très claire d'école de l'espace. Des rabbins sont emmenés dans ces écoles de l'espace pour suivre un enseignement spirituel. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est quand même écrit en toutes lettres. Hein. Moi, bon, je ne connais pas l'araméen, je ne connais pas l'hébreu, mais je veux bien croire. Je veux bien croire que c'était. Et il y a bien d'autres éléments qui laissent penser qu'il y a eu des visites. On trouve des gravures préhistoriques aussi qu'on peut interpréter comme ça. Et puis il y a aussi le fait que, si l'on en croit, il y a aussi les témoignages des contactés. Alors c'est pareil, les témoignages des contactés, on peut les jeter directement à la poubelle ou pas, mais si on les prend un peu au sérieux,
les déclarations qui leur ont été faites, comment dire, vont dans ce sens-là. Mais alors, en fait, il y a deux, dans l'hypothèse des anciens astronautes, il y a deux façons de les voir. Soit sont des anciens astronautes qui sont vraiment des extraterrestres, vrais extraterrestres qui viendraient d'une autre étoile, qui soient le produit d'une autre évolution et qui viendraient sur Terre et qui nous enseigneraient. Ça, c'est une façon de voir que moi, personnellement, je ne crois pas. Mais peut-être tout simplement, il y a peut-être une autre solution, c'est que ces extraterrestres sont en fait des terrestres plus évolués qui, depuis un certain temps, se manifestent dans notre sphère, dans notre région chez nous, et puis visitent les sauvages que nous sommes. Voilà. Alors, je veux dire, tout ça, en fait, ce sont ces livres sacrés. On parle de traduction, là, parce qu'en fait, comme tu dis, on lit pas l'araméen, je lis pas l'hébreu. Voilà, donc, on passe par un filtre qui s'appelle la traduction. Alors, pour savoir, enfin, si ça vous intéresse, je vais vous dire, j'ai été dans une autre vie bibliothécaire, donc j'ai eu une formation de bibliothécaire, etc. Donc, j'ai été confronté à ça, c'est-à-dire avoir le même livre. Entre autres, c'était le cas précis, c'était un livre de Tchekhov, un petit bouquin de Tchekhov, une nouvelle en fait. Et on avait plusieurs versions de ce livre dans la bibliothèque avec plusieurs traducteurs différents. Et ben, je peux vous dire que, bien sûr, l'histoire, vous la compreniez, c'était la même histoire, mais ils n'utilisaient pas les mêmes mots. Et voilà. Et donc, on pouvait dire des choses très différentes, on pouvait imaginer des choses très différentes en lisant chaque édition. Voilà. Et ça, il faut être vraiment très vigilant là-dessus, parce qu'on peut se faire avoir, parce qu'on n'a pas assez, de connaissances sur, justement, des langues étrangères et comment on peut les traduire. Un mot dans une langue étrangère, il peut avoir 10 significations, 10 définitions. Et dans une autre langue, un mot qui voudrait dire la même chose, il peut en avoir que 3. Donc c'est ça le problème. C'est que ça dépend ce que le traducteur va choisir. Et s'il choisit un mot ambigu, il va être ambigu pour vous et il va pouvoir vous tromper. Voilà. Pourriez-vous me traduire Anunnaki, s'il vous plaît? Moi non. Certains disent que ça signifie ceux qui sont venus des cieux. Oui, mais ça, c'est ce que certains disent. Est-ce que c'est la vérité? Personnellement, je n'en sais rien. Je ne connais pas, je ne sais pas traduire le sumérien. Voilà. Donc. Si, même ceux qui viennent des cieux, en fait, là, je vais jouer un peu le sceptique. C'est vrai que ceux qui viennent des cieux, ça peut se traduire de façon très différente. Ça peut être un sens religieux, une métaphore. On parle souvent on emploie ce terme, on parle de quelqu'un qui monte au ciel, bref. Pour moi, c'est pas très significatif. Par contre, tout le corpus, tout ce qui est décrit dans les textes sumériens, va quand même dans le sens d'êtres qui viendraient de l'espace. Il y a bien d'autres traditions, vous savez, on connaît mal, mais il y a des traditions au Japon, en Chine. Les Chinois, d'ailleurs, se prétendent descendants, et ce sont les fils du ciel, hein, les Chinois, littéralement. Les Amérindiens aussi ont de nombreuses traditions qui font référence à des êtres extraterrestres, mais toujours humains, parce que, par exemple, il y a une tradition assez connue chez les Sioux, où il y a quelqu'un un extraterrestre qui descend sur Terre, il perd le moyen il n'est pas capable de rejoindre son vaisseau, enfin son moyen de transport, on va dire. Il épouse une indienne, et puis un jour, je crois que c'est le contraire, c'est l'indienne qui épouse un indien, l'extraterrestre qui épouse un indien, et puis d'un seul coup, il retrouve son moyen de transport, et il s'en va, et voilà. Donc vous avez compris, moi j'accorde de l'intérêt à cette théorie, même si pour moi ce n'est qu'une théorie, hein, j'ai aucune preuve, ça va de soi. Question suivante. Tout à l'heure, vous parliez des problèmes et des traductions. Et
et des interprétations qui étaient faites par rapport à certains écrits ou certains témoignages. Et dans l'histoire de Fatima, lorsque les enfants ont témoigné, le premier témoignage qu'ils ont donné de la Vierge ne correspond pas du tout à ce que l'Église nous a donné comme image. Les enfants, eux, ont dit qu'ils avaient vu une personne jeune d'environ 14 ans, lui donner une adolescente, et habillée de façon étrange. Elle était habillée en blanc. Elle semblait porter une jupe assez courte, sous lequel il y avait un collant, et par-dessus une espèce de vêtement dont les manches étaient à ballons. Or, l'Église, elle, a interprété, ils ont vu la Vierge avec le voile, une longue robe, une très belle dame, avait chaussée de sandales avec des roses dessus, enfin la Vierge telle qu'on la connaît dans les écrits bibliques. Or, le témoignage de départ des enfants ne ressemblait pas du tout à ça. Donc, effectivement, donc, les mauvaises traductions se font dans un sens, mais se font aussi dans l'autre. Oui, alors c'est intéressant parce qu'effectivement, là, je pense que c'était des enfants, justement, et on a très bien pu les influencer assez facilement, où l'Église n'a pas voulu accepter la vision telle qu'il la définissait, enfin telle qu'ils l'ont donnée, et qu'elle a voulu absolument y calquer la Vierge classique, quoi. Voilà, ça c'est possible aussi. Ce ne sera pas la première fois que l'Église fasse ce genre de coup tordu, je dirais. Oui, l'Église catholique est coutumière du fait d'ailleurs. Bon. Et d'ailleurs, dans cette histoire de Fatima, personnellement, je n'ai pas vu l'interprétation de l'Église lors de la deuxième, je crois, ou la troisième observation, là où il y avait 40 000 personnes qui observaient la danse du soleil, ce qu'on a décrit comme la danse du soleil. L'Église ni ne l'explique, ni ne la justifie encore moins, sauf bien entendu apparition divine, etc. Mais c'est le vocabulaire de l'Église qui n'a cessé depuis, on va dire 2000 ans, de nous raconter les cracks, faut le dire comme ça. Oui, donc pour continuer avec Fatima, effectivement, il faut préciser qu'à l'époque, ça a été extrêmement mal vu. Les révélations des petits voyants ont été très mal prises au niveau local et par le clergé local, mais par le clergé régional, non seulement par ces instances-là, mais aussi par la famille, par les familles concernées des enfants. Parce que je me souviens, il y avait un frère, une sœur, plus deux autres voyants. C'était extrêmement mal vu. Il y a eu des pressions énormes faites. Bon, c'est un milieu rural, un milieu croyant, pur et dur, on va dire, mais qui ne pouvait pas admettre du jour au lendemain une apparition céleste de ce niveau-là. Il y a eu des tentatives de représailles. Les gamins ont été enfermés plusieurs jours, plusieurs nuits, privés d'alimentation, des services corporels où leur famille était consentante. C'était vraiment un phénomène qui a pris une ampleur exceptionnelle et qui est devenu un phénomène de société. Par la suite, devant le nombre considérable de gens qui sont venus, le clergé a bien été obligé de se rendre à l'évidence qu'il y avait quelque chose qui n'a pas pu être inventé ni être mis en valeur de manière inconsidérée. Donc il y avait vraiment quelque chose au départ qui était reconnu, et par la suite ça fait l'objet d'une reconnaissance de l'Église. Mais il a fallu quand même plusieurs dizaines d'années pour que ça le soit. Paradoxalement, je crois que c'est un journaliste socialiste de l'époque qui était totalement incroyant, qui a participé au dernier miracle, la danse du soleil, et qui en a fait, qui l'a décrit, parce qu'il n'en croyait pas ses yeux, quoi. Alors qu'est-ce que c'était, moi je ne sais pas, mais il a observé quelque chose et il l'a décrit honnêtement. Oui, bonjour. Pour en finir avec Fatima, je me demandais si depuis on a des progrès scientifiques qui permettraient de donner une interprétation sur cette danse du soleil. Ou est-ce qu'on en est toujours au même point qu'en 1917, c'est-à-dire voilà, quelque chose d'inexplicable?
Et ma question, en fait, c'était pas celle-là, c'était de vous demander, selon vous, quel crédit on pourrait accorder à cet agent américain hein, qui se déclare lanceur d'alerte et qui prétend qui affirme que seraient détenus des restes biologiques non humains. Voilà. Est-ce que dans quel contexte on peut interpréter ça, voilà. Alors, moi quand cette affaire est apparue, j'ai été assez dubitatif aussi, hein, comme tout à l'heure, parce que c'était quelques jours après une conférence qui avait eu lieu en haut lieu, je ne sais plus si à la NASA ou au Congrès, et ce gars qui sort de nulle part et qui arrive même à se faire la une du Parisien, enfin d'aujourd'hui en France pour vous, hein, parce que moi je suis Paris, donc je lis Parisien, enfin pas que. Et il fait la une d'aujourd'hui en France, quoi. Je vous dis qu'il sort de nulle part, ce type. Je regarde les vidéos de quelqu'un qui s'appelle Astronogeek, pour ceux qui le connaissent, et il a bien dit qu'en fait, il apporte aucune preuve. Aucune preuve. Hein, c'est que sa parole. Et il n'y a rien d'autre. Derrière, c'est creux. Il parle de ça, mais qui nous donne des preuves. On n'attend que ça. Bah oui, il n'en donnera pas. Alors, juste, je voudrais ajouter ceci. C'est que cet homme-là, qui s'appelle David Grush, déjà, il faut le situer dans la hiérarchie militaire. Ce gars-là est colonel. Colonel dans les services de renseignement, dans le renseignement, et colonel dans l'armée de l'air. Or, ce monsieur a 36 ans. Alors, je ne sais pas si on peut déjà être colonel, alors colonel plein, hein, c'est-à-dire il n'est pas lieutenant-colonel, il est colonel. Si on peut déjà être colonel à 36 ans dans n'importe quelle armée, ça me paraît très jeune, mais il a des lettres de noblesse. Le gars-là a fait l'Afghanistan, il s'est trimballé un peu partout, il a combattu un peu partout, du moins c'est ce que dit son CV. D'autre part, il y a un point qu'il faut remarquer. Alors moi, je ne sais pas, personnellement, je ne le connais pas, je ne sais pas s'il dit la vérité ou s'il raconte des histoires, mais il a comparu devant la Chambre des représentants, devant plus exactement la sous-commission du renseignement de la Chambre des représentants, c'était il y a 2 mois, hein, c'est pas loin, et il a témoigné sous serment, ce qui, dans ce contexte, n'est pas une petite affaire. Tu témoignes sous serment et après on montre que tu as menti, tu vas en prison. Aux États-Unis, c'est comme ça. Hein. Voilà. Donc déjà, il aurait maillé à partir avec sa hiérarchie et ensuite avec les autorités judiciaires du Congrès. Ceci étant posé, comment dire, donc il témoigne sous serment et il faut savoir aussi que dans les représentations publiques des sous-commissions, que ce soit du Sénat ou de la Chambre des représentants, qui sont deux instances séparées mais qui se rejoignent lorsqu'on parle du Congrès en général, il y a les sessions publiques, c'est-à-dire publiques pour les représentants eux-mêmes et pour le grand public que nous sommes, par exemple, mais il y a aussi, ça je crois qu'on n'y a pas accordé assez d'attention, il y a des sessions dites privées, c'est-à-dire en marge de la représentation, de la session publique, et où là vont être discutés probablement les véritables secrets qui ne sont pas dits en session publique. Et chaque fois que les représentants ont insisté en disant « Monsieur Grush, quelle preuve avez-vous de ceci? Quelle preuve avez-vous de cela? Quel nom pouvez-vous donner sur ceux qui vous ont renseigné ?» Parce qu'il faut savoir aussi que Grush ne parle pas en première main. Tout ce qu'il dit, et il le dit d'ailleurs clairement, hein, ce sont des éléments qu'on lui a à lui-même rapportés. Donc ce sont d'autres personnes. Et il ne dévoile pas, bien entendu, les noms, il ne dévoile ni les noms, ni les faits, mais, dit-il, lorsque les interrogateurs se sont montrés plus insistants,
interrogateurs et journalistes spécialisés du Congrès. Je ne peux pas en parler. En revanche, je ne peux en parler qu'en session privée, et là, personne n'est admis. Une session privée, dans ce cas-là, c'est certains représentants, éventuellement des scientifiques qui vont être convoqués spécialement pour ça, des politiques, donc on va se retrouver là en session privée avec une dizaine de personnes au maximum. Et là, a priori, puisque comme c'est privé, nous n'en savons rien, a priori, là, Grush aura peut-être expliqué ce dont il voulait parler, en donnant des noms, des faits, des dates éventuellement. Mais ça reste des sessions privées, et il n'a jamais caché qu'il pouvait faire des révélations dans ces sessions privées, et uniquement dans ces sessions privées. Alors, on va être obligé de passer à autre chose, parce qu'on est un peu débordé. Juste un petit commentaire sur AstronoGeek, on parle bien du gars qui a un fusil de chasse et qui se filme en train de tirer sur les ufologues. Ouais, bon. Ouais, c'est vrai, cette partie-là, ça fait partie du bonhomme. Maintenant, il a arrêté. Hein. Il joue avec son pied de micro. Ouais. Bon, une dernière question en 10 minutes. Je pense qu'on a beaucoup parlé de détails, d'expériences de terrain, bon, qui est tout à fait nécessaire. Mais je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'essayer de penser synthétiquement le phénomène qui quand même accompagne l'humanité depuis ce qu'on en sait 50, 60, 70 ans. Phénomène qui d'ailleurs, dont on a l'impression qu'il s'habitue qui s'habitue à l'humanité. Par exemple, on a l'impression que les vaisseaux tels qu'ils sont décrits évoluent avec la technologie pour toujours décrire ce que les récits d'anticipation nous montrent. Donc, on a l'impression qu'il y a quand même une facette psychologique, une facette de modelage psychologique de l'humanité. Et je pense qu'il faudrait s'élever au-dessus de toutes les connaissances qu'on a, qui sont dans des champs très différents et qui sont utiles, pour justement penser utilement ce que, éventuellement, ces phénomènes ont à faire avec l'humanité et sur les modifications qu'elles sont en train d'apporter. Alors, bon, là c'est pas 2 minutes qu'il nous faut. Là c'est 2 jours à peu près. Ouais. Alors, en 2 mots, moi je vais dire franchement, hein, on est tous les deux au SO, on n'a pas les mêmes opinions sur le phénomène OVNI. Hein, parce qu'en fait le SO il se fout complètement du phénomène OVNI de façon, je dirais, directe. Nous on sauvegarde les archives de l'ufologie. Voilà. Donc au sein du SO, il y a des gens qui ont des points de vue très différents, mais quand on a franchi la porte de notre local, tout le monde pense archives. Alors ce que je vais dire, donc je vais dire ça de mon propre chef, c'est moi qui parle, c'est pas le SO. Hein. Personnellement, je ne suis pas du tout convaincu de l'hypothèse extraterrestre, ça c'est clair. Donc je ne peux pas répondre sur ce que d'éventuelles entités essaieraient de modeler l'esprit humain. Moi, je pense que l'esprit humain modèle plutôt les entités. Moi, je dirais un peu comme... comment il s'appelle ? Je cherche son nom, c'est pas grave. Qui a dit Dieu n'a pas créé l'homme, mais l'homme a créé Dieu. C'est un peu ça. Les 2 minutes sont écoulées, mais je ne sais plus ce que je voulais dire. En 2 minutes et 15 secondes, alors. Oui, effectivement, alors là, d'après ce que disait monsieur, le phénomène accompagnerait l'humanité, si c'est bien ce que vous avez voulu exprimer. Mais il faut dire que le phénomène s'adapte aussi alors à l'humanité à ce moment-là, en fonction des époques, en fonction des cultures de chaque époque. Et là, on entre vraiment dans un autre débat, et en 15 secondes, c'est pas possible. Que les vaisseaux évoluent, par exemple, il y a plein de façons de l'interpréter. Ça peut être effectivement une réflexion pour un effet de la science-fiction, une réflexion, le fait que ce soit les êtres humains en fait qui créent ce phénomène. Mais on peut aussi très bien dire qu'il y a une évolution parce que tout simplement notre technologie évolue tellement vite et elle devient tellement
Non, notre technologie, c'est ce que je dis, notre technologie évolue tellement vite qu'il faut absolument, s'il y a des vaisseaux extraterrestres qui viennent dans notre atmosphère, ils ont intérêt à s'adapter, parce que sinon ils vont se faire descendre. Voilà. Ce qui d'ailleurs s'est peut-être déjà produit une fois ou deux. Voilà. Bah, merci. On va peut-être arrêter là. Hein. C'est ce qu'avait dit le patron. Hein. Ouais, ouais.